France entre Chambéry et Grenoble. Alors, fait marquant dans notre société. Donc récemment, en janvier 2015, donc, on s'est regroupé avec donc une société qui s'appelle Calimatest pour créer un groupe qui est QMT Group. Et donc voilà, donc pour élargir notre domaine de compétences, donc je vous invite à venir nous voir sur le stand 28 si jamais vous avez des questions relatives à nos domaines de compétences. Concernant Saphir, donc notre activité principale c'est donc les applications sur mesure, l'expertise et l'accompagnement, donc pour quasiment donc la totalité de notre chiffre d'affaires. Et on a aussi un pôle formation donc en Rhône-Alpes où on dispense des formations nationales d'instruments. Et on est aussi assez présent sur le LBTN, donc on a des toolkits et aussi un logiciel donc, voilà, de visualisation de données. Donc si vous voulez plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à venir nous voir, on a des dépliants, on peut vous donner toutes sortes d'informations. Nos compétences principales sont donc l'acquisition, traitement de signaux, pilotage de demande test, le contrôle qualité ou encore les systèmes embarqués, les clients serveurs. Et voilà. Donc je laisse la parole à Mathilde qui va enchaîner. Bonjour. Donc on va vous présenter comment mettre en place une architecture plugin avec LabVIEW. Alors donc, dans un premier temps, on va déjà rappeler un petit peu qu'est-ce qu'une architecture plugin. Alors ensuite, donc, on vous présentera quelques prérequis donc, sur la programmation objet qui sera nécessaire donc, à la mise en place d'une architecture plugin. Et donc après, on vous montrera donc, comment vraiment créer un plugin avec LabVIEW. Et donc dans un dernier temps, on vous montrera un exemple d'application qu'on a développée à Saphir, donc, qui elle est basée sur une architecture plugin. Alors déjà un petit rappel de qu'est-ce qu'une architecture plugin. Donc, un plugin, donc, on a une application, donc un noyau peut étendre avec un certain nombre de fonctionnalités donc, qui sont des plugins. Alors dans la vie de tous les jours, donc, on a pas mal d'applications basées sur ce principe. Donc la suite Google, donc, qui contient un certain nombre de plugins, Firefox, et donc on peut aussi faire la même chose avec LabVIEW, donc développer des propres plugins. Alors vous pensez qu'on met en place une architecture plugin, donc il faut que le choix soit justifié. Donc une justification, c'est par exemple si on a une application, donc un noyau stable, on veut faire évoluer en développant donc, des modules indépendants, donc sans avoir besoin de recompiler l'application complète. Donc il faut pouvoir lui ajouter des fonctionnalités. Alors on peut aussi donc, avoir justifié le développement sous forme de plugin en ayant un noyau donc, fixe et on veut sous-traiter donc, le développement de plugins à divers développeurs. Donc une autre justification aussi, ça peut être d'avoir une application qui s'installe de manière personnalisée, donc, où on installe tel et tel plugin pour telle personne, et un autre banc avec l'installation de tel autre plugin, donc de manière personnalisée pour chaque personne ou chaque banc de test. D'une manière générale, donc, les plugins, ça nous permet d'améliorer l'évolutivité de l'application, sa maintenabilité et surtout sa qualité, puisque dans ce cas-là, on a un noyau qui est vraiment commun à l'ensemble de l'application et qui est vraiment bien testé. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je vais vous présenter quelques prérequis sur la programmation orientée objet. Alors déjà, qui est-ce qui connaît la programmation orientée objet? Bon, ça va, il y a déjà un peu de monde, donc je vais faire quelques petits rappels pour ceux qui ne connaissent pas, et après on rentrera dans le vif du sujet. Donc la programmation orientée objet, c'est une programmation basée sur les classes. Alors qu'est-ce qu'une classe? C'est un ensemble de propriétés qu'on appelle les données et de méthodes qui nous permettent d'interagir sur ces données. Donc dans toute la suite, en fait, je vais prendre l'exemple des instruments parce que c'est un besoin qui revient souvent dans notre métier, c'est d'avoir des instruments et de pouvoir utiliser différents instruments qu'on verra à terme donc, sous forme de plugin. Donc ici, par exemple, on a une classe instrument. Donc je vais changer les méthodes propriétés, pardon. Donc on a un certain nombre de propriétés donc, qui sont l'identifiant de l'instrument, son numéro de série et donc la dernière valeur lue. Et donc pour interagir sur ces propriétés, on va développer un certain nombre de méthodes. Donc une méthode qui permet d'initialiser un instrument, d'écrire une valeur, de lire une valeur et de libérer les ressources liées à l'instrument. Après, donc, un objet, qu'est-ce qu'un objet? C'est une instance spécifique d'une classe. Donc à partir d'une classe, on va pouvoir créer différents objets. Donc ici, par exemple, on crée un objet de type Agilent 34401.
qui a un identifiant, une valeur lue. On peut aussi avoir un manomètre, donc un DPG10, ou un générateur de pression. Donc tout ça, c'est des instances de la classe instrument. Alors une deuxième notion importante en programmation objet, c'est l'héritage. Alors l'héritage, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de définir un lien hiérarchique entre des classes. Donc vous avez une classe parent, donc ici par exemple une classe multimètre, et vous allez pouvoir définir un certain nombre de classes enfants de la classe multimètre qui vont hériter à la fois des propriétés et des méthodes de la classe parent, mais qui vont aussi pouvoir lui ajouter des propriétés et des méthodes propres à leur classe elle-même. Donc si je prends l'exemple de la classe multimètre, donc on a une propriété qui est l'identifiant par exemple, un certain nombre de méthodes, et si par exemple je prends un Agilent 34401 et un Agilent 34970, elles vont hériter de la classe multimètre, mais elles vont pouvoir avoir leurs propres propriétés et leurs propres méthodes donc, qui sont spécifiques à leurs besoins. Alors une autre notion importante, c'est la redéfinition. Donc ce qu'on a vu juste avant, c'est qu'on a la possibilité d'ajouter des méthodes et des propriétés. La redéfinition, c'est la capacité pour une classe enfant de venir modifier le comportement d'une méthode de la classe parent. Donc si par exemple ici j'ai une méthode d'initialisation dans la classe multimètre, ici par exemple l'Agilent 34401, peut-être que sa méthode d'initialisation, elle sera un petit peu différente. Donc on va pouvoir venir redéfinir la méthode d'initialisation, et pareil pour le 34970. Et de la même façon, on pourrait aussi redéfinir la méthode de lecture et redéfinir la méthode de libération des ressources. Donc on peut modifier le comportement de la méthode de la classe parent. Alors ici, donc, vous avez un exemple d'héritage un petit peu plus complexe, à 3 niveaux, donc une classe instrument, après donc, une classe multimètre qui hérite de la classe instrument, et des classes enfants de la classe multimètre, donc, qui héritent à chaque fois des méthodes de la classe parent. Alors ensuite, donc, le dispatch dynamique, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est une propriété spécifique à la vue. C'est la possibilité, au moment de l'exécution, de déterminer quelle méthode sera appelée. Donc, si je prends l'exemple ici, donc, vous voyez ici j'ai 3 classes qui héritent de la classe multimètre, donc un multimètre 3458, un multimètre 34401, un multimètre 34970. Donc chacune de ces classes est une classe enfant de la classe multimètre. Je vais pouvoir les construire ensemble dans un même tableau, auquel cas la view représente le fil de la classe multimètre, de la classe parent, parce que là il ne sait pas à l'avance quel sera le type de l'objet ici. Par contre, au moment de l'exécution, la view saura quel est le type de l'objet et viendra sélectionner la méthode de la classe enfant adaptée. Donc, si je vous prends un exemple, donc ici, je construis mes trois objets enfants. Le premier tour de boucle, donc je vais avoir un objet de type 3458 qui transite sur le fil. Et donc la view automatiquement va venir appeler la méthode lire de la classe 3458. Donc ça, c'est la view au moment de l'exécution qui sait quelle méthode appeler. Donc pareil pour le 34401. Et donc pareil pour le 34970. Donc ça, c'est une notion qui est très importante et c'est là-dessus que les plugins seront basés, vraiment sur le dispatch dynamique. Alors donc on va passer dans le vif du sujet, donc les plugins. Alors on pourrait développer des plugins, on l'a vu de différentes façons. Pas forcément basé sur la programmation orientée objet. Donc nous, aujourd'hui, on vous présente une façon de développer des plugins basée sur la programmation objet. Alors, dans ce cas-là, on va définir une classe mère qui sera en fait l'interface qui fera le lien entre le noyau d'application et le plugin. Donc ce sera la classe mère, donc typiquement la classe multimètre dans notre cas. On va définir un certain nombre de classes filles qui, elles, seront les plugins. Et donc elles vont redéfinir les méthodes de la classe parent, de la classe multimètre dans notre cas. Et au moment de l'exécution, donc on va charger un plugin dynamiquement, au moment de l'exécution, la view saura quelle méthode appeler. Grâce au dispatch dynamique. Donc alors comment ça se passe, le chargement dynamique d'un plugin? Donc ici, ça c'est un VI qui nous permet donc de charger dynamiquement un plugin. Ici, on donne à la view le chemin de la classe du plugin.
À l'aide de cette méthode, on transforme donc, ce chemin en un objet LabVIEW, un objet générique LabVIEW. Cet objet générique LabVIEW, on va le typer dans notre exemple en multimètre. Et au final, ici, on aura un objet typé du type de l'enfant. Donc, que ce soit un 3458, un 34970 ou un 34401. Donc, voilà, ici j'ai l'exemple du 3458. Donc, au final, ici, j'ai un objet de type 3458. Donc si je prends ensuite le 34401, je charge son chemin dynamiquement et je crée un objet de type 34401. Donc pareil pour le 34970. Donc voilà, donc ça c'est sur le principe. Alors on va vous montrer un petit peu comment ça marche en LabVIEW. Je vais laisser la parole à Sylvain qui va vous faire une petite démonstration. Alors donc pour cette présentation, pour ce petit exemple, on va voir comment, donc on va un petit peu revoir juste l'application de ce qu'on a vu jusque-là, et puis derrière on verra un petit peu le chargement dynamique des plugins sous forme de classe. D'accord ? Un projet LabVIEW dans lequel je retrouve un petit peu les éléments qu'on a vus précédemment. Si je regarde la hiérarchie des classes de mon projet, je retrouve la classe mère, ici du multimètre, et les trois classes enfants, le 3458A, le 34400 et le 34970. Si je me penche un petit peu sur la classe mère, ici, donc la classe mère, elle a des méthodes, initialiser, libérer et lire. Et ici, dans son objet, elle a des propriétés. Propriétés que sont l'identifiant, le numéro de série et la dernière valeur vue. Ici, donc, quand on regarde, les trois classes filles, ici, redéfinissent toutes les fonctions initialiser, libérer et lire. Donc, en fait, toutes ces fonctions-là, elles vont être, selon la classe qui va être appelée, on va appeler l'instance, le VI. Si on charge le 3458, on va bien appeler les VI de la classe 3458. Si je m'attarde un petit peu sur les fonctions de lecture, ici les fonctions de lecture, donc c'est du basique. Ici on vient charger, on vient tirer un nombre aléatoire entre 10 et 30. Ici le 3400, on vient tirer un nombre aléatoire entre 0 et 10. Et pour le 3458, ici on vient tirer 50 nombres aléatoires et puis derrière on vient en faire une moyenne pour afficher dans votre adresse. Voilà pour les basiques. Ici, je retrouve un VI d'exemple. Ce VI d'exemple, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il vient chercher tous les points de classe qu'il y a sur mon disque et il vient me les afficher. Les points de classe, ça représente mes plugins. Donc, de manière générale, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient récupérer un fichier et après, ici, on vient charger le plugin et appeler un certain nombre de méthodes de la classe mère, la classe multimètre. Ici, pour le chargement dynamique du plugin, on retrouve le VI automatique représenté juste avant. Ici, on va lui passer le chemin de notre classe et derrière, on va le formater en objet LabVIEW. Puis, à nouveau, on vient le formater du type de notre classe mère. Et donc, en sortie, on aura un objet de type de notre plugin. Donc ici, si on passe le chemin de la classe dynamique 3458, on aura bien un objet de type 3458 qui hérite de l'utilité. Donc, si je montre l'exécution ici de ce VI, à chaque fois quand on charge le plugin, on a bien les éléments qui sont lus directement depuis le plugin. Bon, le but de toute application, c'est quand même de faire un exécutable. Et je lance mon exécutable. De la même manière, ici, je viens charger directement le plugin.
Tu peux nous expliquer apparemment, il y a une erreur, je sais pas. Est-ce qu'il y a des dépendances? Peut-être qu'il y a un problème de dépendance, non? On va essayer de voir, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand vous chargez un plugin, donc vous avez une application, un noyau, et en fait dans ce noyau, vous ne connaissez pas à l'avance les plugins que vous devez charger. Donc il faut bien que chaque plugin soit vraiment indépendant, se suffise à lui-même et contienne sa classe qui définit le plugin, ainsi que toutes les dépendances qui sont dans cette classe. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Alors, en fait, pour avoir ça, il faut distribuer les plugins sous forme d'un code compilé, et on l'a vu, donc on a ce qu'on appelle les pack libraries. Donc les pack libraries, qu'est-ce que c'est? C'est une librairie où vous mettez dans cette librairie votre classe et toutes vos dépendances. Donc vous compilez cette librairie, donc des points LVlib, on a vu, vous le compilez en une pack library, donc un point LVlib, et à ce moment-là, vous obtenez un plugin avec toutes ses dépendances, donc un plugin qui se suffit à lui-même. Alors, je ne sais pas, peut-être que l'erreur était liée à un problème de dépendance? Non? Bon, on va essayer de faire des packs library et puis voir si ça résout notre problème. Alors ici, si je reviens sur mon livre, je vais l'arrêter. Et en effet, quand on regarde la lecture du 34-58, ici, on fait appel à un VI qui vient faire la moyenne de tous nos points, de tous nos nombres aléatoires qui ont été tirés. Et en fait, celui-là, il fait appel à une DLL, et donc cette DLL est une dépendance de notre classe. C'est là que vient notre problème. Donc maintenant, comment créer une pack library? Une pack library, Mathilde a dit, à l'origine, c'est une librairie. Donc ici, on crée une librairie que je vais enregistrer. Ici, une fois qu'on a créé notre LVlib, on fait glisser la classe directement dedans. D'accord? Et ensuite, on rajoute une nouvelle spécification de but. Une nouvelle pack library. Ici, on voit le source file, on vient lui sélectionner directement la LVlib. Après, vous avez tout un tas d'options que vous pouvez choisir. Et une fois que votre élément est fait, on peut builder directement la pack library. Voilà comment on crée une pack library. Donc il faut bien voir que la pack library, c'est du code compilé, donc c'est du code que vous ne pourrez pas modifier. Même sur les options, on va voir que vous ne pouvez peut-être pas forcément accéder. Le travail, je l'ai fait pour vous, d'accord? Et maintenant, je vais vous montrer comment on charge des plugins avec des pack library. Donc ici, de la même manière que tout à l'heure, je retrouve un projet dans lequel ici on le voit, on a ajouté la classe mère, mais elle aussi construite en pack library. Alors pourquoi? Parce que c'est une dépendance qui est commune à tous les plugins, donc pour ça il faut obligatoirement qu'elle soit aussi construite en pack library. Donc ici, si on regarde à l'intérieur de notre pack library, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'ici, on n'a pas accès au code. Parce que c'est du code compilé, donc c'est du code qu'on ne peut pas modifier. De la même manière que tout à l'heure, ici je reprends mon vieil exemple. Mon vieil exemple, cette fois-ci, il ne va pas me lister tous les points LV class de manière archiviste, mais il va me lister tous les points LV lib. Et le chargement va être un petit peu différent. Donc ici, ce qu'il faut bien noter, c'est que cette fois-ci, on fait appel aux méthodes de la mère de la pack library. Celle qu'on voit dans notre projet, celle qui est ici. Le chargement dynamique des pack library, il se fait de cette manière-là, donc il est un petit peu différent du chargement avec les classes. Ici, dans la palette, vous avez des VI qui sont liés au pack library et qui vous permettent notamment de récupérer tous les fichiers qui sont contenus à l'intérieur du pack library. Ici, en fait,
qu'on vient faire, c'est qu'on vient rechercher dans notre pack library notre classe qui est en fait notre plugin. Ici, donc, on lui passe le chemin de notre classe à l'intérieur de notre pack library. On retrouve un objet de type plugin qu'on vient formater avec notre instrument, notre classe mère, le multimètre ici. Et en sortie, on a bien notre plugin. En source, en source, ce qui est sympa, c'est qu'ici, dans notre projet, à chaque fois que vous chargez un plugin, il se retrouve dans vos dépendances, dans les éléments mémoire. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur la slide. À chaque fois qu'on charge dynamiquement un plugin, il est automatiquement mis en mémoire et du coup on peut y accéder plus facilement. Donc ici, si on regarde, là voilà, à chaque fois on charge un nouveau plugin. Ici, les indicateurs se mettent bien à jour et on a les dépendances en mémoire. Tout à l'heure, quand vous avez fait on va embarquer automatiquement les délais, en fait ici, dans mes plugins, donc là c'est le répertoire dans lequel j'ai vidé les plugins, on voit la dépendance, en fait il l'a mis automatiquement lié au 3450. Donc ici, voilà pour l'exécution en source. Et du coup ici, si je construis mon application, j'arrive bien, donc le souci qu'on a eu tout à l'heure avec le 3458 ici, on a plus de souci, on arrive bien à charger. Donc voilà pour la petite démonstration sur les plugins. Alors tout ça on l'a mis en œuvre aussi à Saphir. Donc, dans plusieurs applications, dont une qu'on va vous présenter ici. Donc Metrolab, c'est une application qu'on a développée l'année dernière pour EDF, la direction de DTG à Grenoble, et qui consiste donc à piloter un banc d'étalonnage pour des capteurs de pression et de température. Donc c'est des capteurs qui vont sur les centrales nucléaires. Alors le principe de l'étalonnage, donc un étalonnage en température, comment ça fonctionne? Donc on a ici on a un générateur de température, donc soit un bain, soit un four selon les gammes de température. Et donc à l'aide d'un générateur, on vient piloter un certain nombre de paliers de température et on vient mesurer des caractéristiques sur une sonde étalon et sur un certain nombre de sondes à étalonner. Et à la fin, donc, on compare les caractéristiques des sondes étalonnées avec les caractéristiques de la sonde étalon. Donc, pour déterminer la classe de la sonde, les différentes choses. Donc ici, nous, on a un banc où on a un certain nombre d'instruments, donc générateur de température, multimètre, multiplexeur, etc. Et donc on a la même chose aussi pour des étalonnages en pression. Alors au lieu du générateur de température, on peut avoir un générateur de pression, ou bien on a chez EDF on a aussi des systèmes avec des balances manuelles où ils viennent déposer des masses dessus pour générer de la pression. Donc différents systèmes, donc pas mal d'instruments à piloter. Donc la contrainte, donc plusieurs contraintes pour le client. La première contrainte, c'était qu'on reste très évolutif au niveau des instruments. Aujourd'hui, ils ont un certain nombre de bancs existants avec du matériel existant, mais demain, ils veulent pouvoir très facilement changer leur multimètre. S'ils ont un multiplexeur qui tombe en panne, ils veulent pouvoir le remplacer par un autre. Donc ça, c'était une contrainte forte, c'était de pouvoir redévelopper le code pour un instrument sans avoir besoin de recompiler toute l'application. Donc ça, c'était une contrainte relativement forte. Et une autre contrainte, c'était pouvoir avoir une installation personnalisée selon les bancs. Ils ont plusieurs bancs de température, donc ils ont un certain banc de température avec certains matériels, un autre banc de température avec d'autres matériels, et donc ils veulent pouvoir installer sur chacun des bancs seulement les instruments qui sont nécessaires au fonctionnement de ce banc. Donc deux contraintes assez fortes pour le client.
Donc nous on a répondu donc, en mettant en place une architecture plugin au niveau des instruments. Donc voilà, donc au niveau de la configuration sur l'application, donc il peut configurer tous ces instruments. À chaque fois qu'il ajoute par exemple ici un multimètre, donc il a un menu déroulant où il choisit le modèle du multimètre et qui correspond en fait ici à la liste des plugins qui sont installés sur le banc. Donc si demain on rajoute un nouveau multimètre, on rebuild une pack library, on la rajoute sur le disque et automatiquement elle apparaît dans la liste des instruments qu'il peut configurer. Donc ça s'est déjà produit depuis qu'on a livré l'application. Il nous a déjà redemandé de développer un plugin de générateur de température. Et donc aucun problème, on lui a livré le plugin et c'était plugin. Alors après, donc, le client, donc là-dessus, les avantages donc pour le client, effectivement, il peut facilement ajouter, mais aussi éventuellement modifier un instrument s'il y a besoin d'ajouter une fonctionnalité, de modifier un petit peu le comportement. Supprimer des instruments obsolètes, c'est très facile, supprimer le fichier, l'appareil n'existe plus. Et donc il a pu installer les instruments qu'il veut sur les bancs. Alors pour nous, ça avait aussi un avantage très fort, c'est qu'on a pu à Saphir développer un plugin d'instruments simulés. Puisque nous en fait on n'était pas sur place pour développer l'application, donc c'était un plugin d'instruments simulés et pour tous les types d'instruments, on avait des plugins de simulation. Pour nous ça avait un gros avantage aussi. Alors donc ça, cette architecture plugin, voilà ce que, au niveau des instruments, voilà ce que ça donnait. Donc ici, on a les classes d'interface qui appartiennent au noyau de l'application. Donc on avait différents types d'instruments à piloter, des multimètres, des multiplexeurs, générateurs de pression, générateurs de température, différents capteurs aussi, puisqu'on avait des capteurs OPC, des capteurs numériques série, des capteurs. Et donc ici on a tous nos plugins, donc pour chaque type d'instrument, on a un certain nombre de plugins que l'utilisateur peut utiliser. Voilà. Alors après une deuxième contrainte pour le client, c'était qu'on développe un banc de température, un banc d'étalonnage en pression manuelle avec les balances manuelles et un banc d'étalonnage en pression avec le générateur automatique. Donc, mais par contre, le client voulait une application commune, un noyau commun. Donc de la même façon, on a mis une deuxième couche de plugins qui, elle, est au niveau des bancs. Donc on a un noyau commun et trois plugins, un plugin banc température, un plugin banc pression manuelle, un plugin banc de pression automatique. Et donc sur chacun des bancs, il peut installer donc, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et lui, c'est fait une machine sphère, et il a les trois bancs installés sur la machine sphère. Donc voilà, pour lui c'est un gros avantage, il peut installer, s'il a un PC en panne, il prend le PC Spare, il a tous les bancs installés. Et comme ça il a un banc installé pour chaque banc. Alors pour nous ça a eu un avantage aussi, c'est que toutes les parties communes appartenaient au noyau. Donc on a eu à les développer une seule fois et à les tester une seule fois. Donc un gros gain en temps de développement et en temps de test. Alors une fois qu'on a ça, en fait, le but aussi c'est de livrer au client un installeur. Alors quand on a des plugins, c'est pas très facile, parce que ce qu'il faut faire, il faut livrer un installeur pour le noyau et un installeur pour chacun des plugins. Donc c'est pas très convivial. Donc ça c'est la première solution. Alors nous on a utilisé un autre outil qui est un petit peu plus évolué que les installeurs de base, qui s'appelle InnoSetup. Et voilà, qui permet de faire des installeurs un petit peu plus évolués. Donc voilà ce que ça donne. En fait ici, on propose à l'utilisateur d'installer, donc dans tous les cas le noyau sera installé, et ensuite on lui propose de sélectionner les plugins qu'il veut installer. Donc ici on retrouve nos trois bancs, le banc température, pression manuelle, pression automatique, et ensuite pour tous les instruments, il vient sélectionner les instruments qu'il veut installer sur le PC. Alors il y a une base payante qui est fournie par donc, le Deploy. Et ici, InnoSetup, ça c'est voilà, le bas niveau de deploy, où en fait ça c'est gratuit, qui est basé sur des fichiers XML où on vient décrire tous nos composants installés. Voilà, et donc un gros avantage aussi, c'est qu'on peut définir des configurations de type. Donc, par exemple, je peux dire le d'étalonnage en température, je viens cocher température, plus certains instruments qui sont utilisés sur le banc de température type. Voilà. Alors donc quelques
retour d'expérience un petit peu sur le développement en plugin. Donc là, le premier point, c'est quand même qu'on a vraiment un gain en temps de développement et en temps de test sur tout ce qui est commun. Par contre, il y a quand même un surcoût à la base, à la mise en place de l'architecture plugin. Il faut quand même se poser la question avant de mettre en place une architecture plugin, est-ce que c'est vraiment utile? Parce qu'il y a quand même un surcoût à la base. Donc voilà. Ensuite, deuxième retour d'expérience, donc en LabVIEW 2012, donc on avait fait une petite démonstration sur les dépendances. En LabVIEW 2012, bon, c'était quand même pas évident la gestion des dépendances. Alors ils ont fait pas mal de progrès en LabVIEW 2013-2014. Là-dessus, en fait, quand on a beaucoup de dépendances, différents niveaux de plugins et beaucoup de dépendances croisées entre tous les plugins, en LabVIEW 2012, voilà, c'était pas toujours tout ça. Mais donc en 2013 et 2014, il y a eu beaucoup d'améliorations sur ce point. Alors un autre petit point qui est important, faciliter le debug, en fait, donc on a vu quand on utilise les plugins sous forme de pack library, c'est du code compilé qu'on ne peut pas modifier. Donc c'est pas évident à débugger. Alors nous, ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, quand on était en source, on venait taper directement dans les billes de la classe. Et quand on était en exé, on venait taper dans les billes de la pack library. Parce qu'on a vu, quand on est en source, on n'a pas de problème en appelant la classe. Il n'y a pas de problème de dépendance, c'est que quand on est en exé. Donc comme ça nous permettait de pouvoir débugger quand même les plugins, même quand on est en source. Ça c'est important. Et donc un dernier point, donc ça c'est un retour d'expérience, c'est que ça nous donne quand même au final une architecture vraiment très structurée. Et nous, donc là c'est un projet, on était 5 à développer dessus. Et il n'y a eu vraiment aucun souci, on a pu dispatcher le travail de façon très facile. On a une architecture très structurée, c'est super évolutif et très bien fait. Donc voilà. Donc, si vous avez des questions. Oui. J'ai une petite question. Pourquoi le choix des pack library, enfin n'est pas de distribuer les plugins sous forme d'un exé? Non. Ouais, ou d'avoir simplement les des classes et de faire une distribution un peu partout des dépendances DLL, parce qu'en fait ça marcherait en distribuant directement les sources. En distribuant les sources aux clients? Ouais. Mais qu'ils lancent après l'application en source? Non, d'avoir les sources, mais que des plugins, d'avoir la des classes et des en fait, sur les versions récentes de la vie, ça va fonctionner. D'accord, ouais, alors nous en 2012, sur les dépendances, là on avait 2 niveaux de plugins avec beaucoup de dépendances croisées. Et c'était la seule solution qu'on a trouvée. Un autre avantage aussi, c'est que tu as un seul fichier. Ouais, tu as un seul. T'as pack library et c'est tout, t'as pas une quantité astronomique de VI. Parce que sur une petite démo comme ça, ça fait 3 VI. Sur un vrai plugin, c'est pas 3 VI qui se courent après et ça devient assez vite, on va dire, pas propre au niveau de la distribution de l'exé. Si tu distribues en source. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on est sur le temps de 28.